comme toujours, c'est un plaisir de vous recevoir pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a procédé à un remaniement partiel de son gouvernement. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Ruamba, a été remplacée par Karamoko Jean-Pierre Traoré, qui devient le nouveau ministre des Affaires étrangères. La consul générale du Burkina à Milan, en Italie, succède à Karamoko Jean-Marie Traoré comme ministre délégué en charge de la coopération à l'éducation nationale. Le secrétaire général du gouvernement burkinabé a été nommé. Le département des mines accueille également un nouveau ministre. Le porte-parole du gouvernement burkinabé a été élevé au rang de ministre d'État. Aucune raison officielle n'a été donnée pour ce réaménagement gouvernemental. Qu'est-ce qui justifie ce léger remaniement enregistré au Burkina? Quels sont les défis du gouvernement burkinabé réaménagé? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler du Tchad, où les Tchadiens ont voté le 17 décembre dernier pour se prononcer sur la nouvelle constitution qui leur est proposée. Les autorités de la transition, pour leur part, ont fait campagne pour une modification de la constitution pour un État unitaire décentralisé, alors que les partisans du non, pour les partisans du non, la forme d'un État fédéral est plus adaptée aux réalités tchadiennes. Ce référendum constitutionnel est une étape cruciale pour le retour des civils au pouvoir au Tchad en fin 2024. La question du taux de participation fait encore débat dans le pays. Quels enjeux de ce référendum constitutionnel au Tchad? Quel modèle d'État et de gouvernance au Tchad? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. En face de vous, un confrère, M. Amadou Barry, journaliste et analyste politique. Merci également, Barry, d'être là avec nous. Bonjour et merci de nous recevoir. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau. Plaisir tout aussi partagé. D'abord, quelle lecture faites-vous de ce léger remaniement ou bien de ce remaniement partiel au sein du gouvernement burkinabé? Écoutez, c'est un jeu de chaises musicales. Un remaniement ministériel qui intervient quand même après quelques attaques terroristes que le pays a connues ces dernières semaines. Maintenant, il y a une surprise dans ce nouvel attelage, c'est la sortie du gouvernement, vous l'avez dit à l'introduction, de la chef de la diplomatie qui était très en vue, Olivia Ruamba. Elle était très en vue, elle était, comme on dit, sur tous les fronts. Elle était dans la diplomatie, elle voyageait beaucoup. Le fait qu'on la débarque à cet instant m'a semblé un peu une surprise parce que je n'ai pas trop compris, je n'ai pas trop saisi le message qui est renvoyé. Elle n'a pas été nommée dans un nouveau poste. Son remplaçant, vous l'avez dit, c'était un peu son adjoint qui était dans le même département. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est un mini-remaniement, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour le président de la transition de donner une nouvelle orientation aujourd'hui à la diplomatie burkinabé? Peut-être, mais en tout cas, elle semblait bien, voilà, quoi, comme quelqu'un qui s'y connaît. Elle était aux manettes dans cette nouvelle offensive diplomatique du Burkina avec sa rupture quasiment avec la France, le trio de putschistes qui est formé dans le Sahel. Je rappelle qu'elle occupait le poste d'ailleurs depuis l'ère d'Amiba. Exactement, on l'a nommée, elle a été maintenue après le putsch d'octobre 2022, de septembre 2022. Donc elle a été maintenue, elle a abattu un travail remarquable et surtout comme dans le nouvel attelage de cet État du Sahel, elle était très en vue, très en verve. Le fait qu'on la débarque, ça m'a semblé un peu une surprise. Maintenant, l'autre aspect aussi à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie du territoire burkinabé échappe donc au gouvernement. L'éducation, c'est un enjeu de taille. Il a changé de tutelle. Il y a également le ministre des Mines. Le Burkina Faso est connu comme en étant un pays où les mines représentent un enjeu de taille et surtout un pays aurifère où il y a les mines d'or, manganèse, etc. Le fait qu'il y ait un nouveau titulaire à ce poste-là, ça donne une orientation dans l'effort de guerre que le pays est en train de mener, que les mines doivent contribuer aujourd'hui
à combattre le djihadisme, etc. Maintenant, il y a l'autre aspect également peut-être à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les mines également, on parle, hein, on n'en est pas sûr, mais il y a des spéculations que certains sites miniers sont exploités par les milices Wagner, mais on n'en sait pas trop. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ces mines et la nouvelle loi burkinabé, en tout cas adoptée en Conseil des ministres, le code minier, et qui sera également présenté à l'Assemblée de la transition. Et cher, selon vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce réaménagement au sein du gouvernement burkinabé? Un léger remaniement, je le rappelle. Donc, moi, je m'attendais à ce réaménagement, personnellement. Pourquoi? Parce que, il y a des sorties victorieuses de l'armée burkinabé au niveau de certaines zones, parce qu'on sait que depuis l'adoption de cette charte de l'Iptako Gourma, au début, c'était un volet plutôt peut-être économique. Maintenant, le volet sécuritaire et militaire, on a vu qu'il y a ces armées, que ce soit du Mali, du Burkina ou du Niger, qui ont un permis de laisser passer, c'est-à-dire qu'ils peuvent transiter vers la frontière pour poursuivre ces terroristes-là qui font des va-et-vient entre le Burkina et le Mali ou le Niger. Donc au niveau de cette zone de l'Iptako Gourma. Maintenant, à Djibo, comme vous le savez autant que moi, il y a eu une victoire de l'armée burkinabé qui a poursuivi à travers ces vecteurs aériens les terroristes, ces groupuscules de terroristes qui sont armés ourdis, qui circulent pratiquement dans ces grandes surfaces. Donc pour moi, c'est des poursuites facilitées surtout par l'usage des drones au Burkina comme au Mali par les gouvernements de transition. Effectivement. Donc il y a ce jumelage, si je peux m'exprimer ainsi, entre ces armées qui ont permis de faire ces avancées, de gagner ces victoires-là contre ces mouvements terroristes qui occupaient pratiquement beaucoup de régions, que ce soit Kidal ou d'autres zones du Sahel. Donc je pense que stratégiquement, Traoré est en train de revoir comment il faut mettre en place un gouvernement qui va se préparer certes au combat, mais aussi d'autres combats. Je veux parler de l'économie, je veux parler de l'éducation, de la santé, et ainsi de suite. Mais à ce moment T, ce qui prévaut, c'est l'aspect sécuritaire. Quoi qu'on puisse faire, organiser des élections, mettre 40 milliards, 60 milliards pour organiser des élections, c'est bien. Mais tant que ces pays du Sahel ne parviennent pas à résoudre ce problème sécuritaire-là, rien ne peut être fait au niveau de cette zone. Même si je peux m'abuser en parlant de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on sait que ces terroristes vont pratiquement occuper beaucoup de territoires, mais si on n'aide pas ces pays du Sahel... Le fait de tout assujettir à la question sécuritaire également, est-ce que ce n'est pas un bon prétexte aussi pour davantage prolonger ces transitions qui, je le rappelle, doivent être là pour une durée bien déterminée? Effectivement, ces transitions-là doivent être en place pour une durée certes bien déterminée. Mais la situation qui se déroule actuellement au Sahel depuis le printemps arabe, depuis que la Libye a été déstabilisée, depuis que ces orgues terroristes ont déstabilisé cette zone-là, depuis que ces groupuscules-là ont en leurs mains des armes sophistiquées venant des stocks de Kadhafi. Tous les gouvernements pratiquement qui se trouvent au niveau du Sahel sont pratiquement tombés. Soit c'est des coups d'État ou des déstabilisations. Maintenant, certes, on ne dit pas qu'à 100%, il faut le tout militaire. Il faut vraiment trouver des solutions pour les autres domaines parce qu'on sait que si on ne parvient pas à résoudre les problèmes d'emploi et d'autres là, ces jeunes-là vont s'enrôler autour de ces groupes terroristes-là. Mais l'aspect sécuritaire, il faut le résoudre vaille que vaille, sinon ça ne passe pas. Et je rappelle, Barry, que vous souteniez tout à l'heure le fait que l'ancienne chef de la diplomatie burkinabé s'était beaucoup, en tout cas, fait distinguer par rapport à ce poste qu'elle occupait, que ce soit à l'international comme sur le plan sous-régional. Et par rapport à cette question-là, quel regard aujourd'hui portez-vous sur l'image du Burkina, sur le plan continental et même à l'international? Je rappelle que le Burkina, comme les autres pays ouest-africains sous transition, font face à des sanctions sur le plan régional et même international. Oui, mais sauf que pour la CEDEAO, la situation s'est un peu améliorée. Disons qu'aujourd'hui le Burkina est exclu de la CEDEAO officiellement, mais les sanctions, elles sont moins, je veux dire, lourdes qu'actuellement, en tout cas pour le Niger. Et il y a une certaine mansuétude, je dirais, pour le capitaine Traoré. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un peu les dérives de cette junte-là, si je peux m'exprimer.
c'est-à-dire un peu la dérive de ces autorités, la radicalité, le tournant radical qu'a pris cette junte-là en bâillonnant toutes les voix discordantes au Burkina Faso. On rappelle que beaucoup de défenseurs de droits humains ont été réquisitionnés et envoyés au front. C'est un signe inquiétant. Pour des journalistes également. Des journalistes, exactement. Toute voix discordante est aujourd'hui bâillonnée au Faso. Il y a une certaine culte même de personnalité pour le capitaine Traoré. Les autorités de la transition justifient ça par la situation sécuritaire que traverse le pays et que chacun aujourd'hui doit mettre la main, doit en tout cas contribuer dans quel que soit le domaine dans lequel il se trouve. Écoutez, un journaliste ne peut pas aller au front, c'est pas son rôle, même s'il a été formé de façon sommaire. On a vu le Daouda Diallo qui a été formé en un laps de temps et envoyé au front. C'est vraiment le monde à l'envers. Je ne peux pas croire à cela et pour moi c'est un grand recul démocratique parce que quoi qu'on dise, le Burkina pendant 27 ans il y avait un règne de Blaise Compaoré, mais il y avait une certaine liberté d'expression qui est ancrée dans ce pays. Et on rappelle que cette année également on a commémoré les 25 ans de la disparition de Norbert Zongo, figure de l'investigation du journalisme en Afrique. Donc ce pays-là représentait un certain symbole de la liberté. Symbole et surtout de la liberté d'expression. Le fait qu'on en arrive là, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment à ne pas encourager. Et surtout pour le capitaine Traoré, je trouve qu'il est très frileux aux critiques et on l'a vu également quand il est allé, peut-être c'est un autre débat, quand il est allé à Saint-Pétersbourg, il a commis une grosse bourde là-bas en disant que nous on n'est pas venu commander. On rappelle qu'il a été recadré par Macky Sall et tout cela. Mais je trouve qu'il y a une certaine immaturité qui apparaît au grand jour et c'est malheureux que de telles personnes dirigent un pays parce que je ne vois pas de vision, moi je ne vois pas d'issue possible pour le Burkina Faso qui est lisible, qui est là pour le sortir de. Certes, le pays connaît une crise multidimensionnelle, etc. Mais moi je vois mal ces soldats, un capitaine, avoir une vision pour sortir le pays vraiment. Mais quand même, Barry, jusque là, en tout cas, avec son gouvernement, il y a des plans qui sont en train d'être déroulés. Sur ce plan-là, une vision par rapport en tout cas à ses objectifs à moyen terme, le temps de cette transition-là. Et s'agissant de la CEDEAO également, que vous avez cité tout à l'heure, il y a une contribution de la CEDEAO également pour ces trois pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina, une contribution financière pour soutenir ces trois pays-là qui font face à une transition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous reviendrons tout à l'heure plus amplement sur ces questions-là. Et cher, j'avais envie de vous interpeller sur ce qu'a abordé tout à l'heure Barry, à savoir la situation des libertés et surtout des libertés d'expression dans ces pays sous transition. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces relations heurtées entre les autorités militaires de transition et souvent la presse et les autres organisations de la société civile ou de défense des droits humains? On sait que certes, le Burkina traverse une situation critique avec cette lutte contre le terrorisme, cette lutte acharnée, je dirais, contre le terrorisme, que ça soit aussi, c'est le même cas au Mali, c'est le même cas au Niger. Mais ce que Barry a dit, il a parfaitement raison. Lutter contre le terrorisme ne veut pas dire aussi mettre en berne les droits et les libertés. Certes, mais il y a des situations où peut-être il faut prendre ces droits et ces libertés-là, peut-être les mettre en pause et combattre le terrorisme parce que c'est ça la priorité. Parce que quoi qu'on puisse dire, si ces terroristes-là arrivent à prendre tout le territoire burkinabé, est-ce qu'il y aura ces libertés d'expression, ces droits-là qu'on revendique? Il n'y en aura pas, je suis désolé. Donc à un moment donné, lorsqu'un pays traverse une certaine situation, il faut mettre de côté certaines choses. La situation exceptionnelle. Donc, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, c'est une situation exceptionnelle. Daouda, comme vous êtes aussi dans le métier, vous êtes des journalistes, vous avez des correspondants un peu partout. Moi, en tant que peut-être consultant, j'ai des amis, je consulte des experts aussi. Parce que la dernière fois, j'ai parlé à un collègue burkinabé qui était ici à Dakar. Je lui ai demandé la situation là-bas et tout ça. Il m'a dit c'est trop facile d'être à Dakar et de vouloir analyser profondément ce qui se passe chez nous. Il me dit mais comment tu peux comprendre des groupes de personnes affiliées à des mouvements terroristes qui se revendiquent
Ourdi et Orbi puissent se doter d'armes et venir prendre une bonne partie de votre pays. Et aujourd'hui, vous allez me parler de droits et de liberté. Il m'a demandé de réfléchir par rapport à cela. Je lui ai dit, c'est vrai, mais certes, il y a des hommes, comme l'a dit Amadou, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans la presse ou dans d'autres organes, qui ne sont pas là pour prendre des armes. Ils sont là aussi pour donner des idées. Ce n'est pas leur rôle. Montrer d'autres voies de solution. Je lui ai dit que Traoré doit aussi accepter l'autocritique, parce que nul n'est parfait dans ce monde. Mais il m'a fait comprendre que certes, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais aussi il faut laisser le temps à Traoré de comprendre véritablement la situation. Parce qu'il est orienté actuellement vers le progrès militaire, mais aussi il y a un progrès économique, parce qu'il a mis en place un système qui va permettre aux privés, aux nationaux burkinabés de pouvoir bénéficier des ressources de l'État pour aussi booster leurs entreprises. Il m'a dit que ces avancées économiques-là ne sont pas en train d'être mises en exergue par les organes de presse. On n'en parle presque pas. On ne parle du tout militaire. Mais là, est-ce qu'il ne faudrait pas également pour le gouvernement de voir comment travailler aujourd'hui avec la presse burkinabé dans ce sens-là, sans qu'il ne soit dans la communication, mais que ce soit de l'information par rapport à ce qui est fait. Le gouvernement burkinabé travaille en ce sens. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui se passe au Sahel, il est tellement difficile. Consultez Thierno Souleymane Niang, vraiment je voulais le féliciter à travers aussi son livre. Un livre à travers lequel il revient sur la situation sécuritaire au Sahel et propose aujourd'hui de miser sur les solutions endogènes. C'est ça, moi j'ai toujours préféré les solutions endogènes. C'est bien d'avoir l'assistance internationale avec des partenaires. Mais en notre sein, il faut qu'on puisse continuer à mettre en place ces mécanismes. Le Liptako Gourma, là, il faut l'accompagner. Malgré tout ce qu'on peut dire autour de ce Liptako Gourma, non, ça ne va pas réussir. Mais pourquoi en Afrique, lorsque nous proposons des solutions endogènes, des solutions qui viennent de nous-mêmes, on nous dit toujours que non, c'est pas bon ces solutions-là. Allons attendre les experts américains ou russes ou français. Non. Mais pourtant, on a des experts qui sont là, qui réfléchissent, qui mettent en place des systèmes un peu partout dans le monde, qui ont résolu beaucoup de problèmes dans ce monde-là. Mais pourquoi ne pas faire confiance à ce génie africain-là? Et actuellement, dans ce Sahel-là, il y a des hommes qui sont en train de croire à ce génie africain, mais il faut tout simplement les féliciter et les accompagner. On ne dit pas que tout est rose. Moi, je ne dis pas que tout est rose. Il y a des imperfections et tout. Et concernant le Sahel, je rappelle que cette partie... Même pour cette CEDEAO, là, mais Daouda, les pères fondateurs de la CEDEAO, c'est qui? C'est des militaires. Hein? Et Adema, c'est un militaire. D'accord. Mais il y avait Houphouët-Boigny, c'est une grande... Oui, Houphouët-Boigny, il était là. Mais ceux qui ont réfléchi en premier sur la CEDEAO, là... Mais cela ne veut pas dire qu'on doit cautionner la prise de pouvoir. Non, personne ne cautionne. Laissez-le finir d'abord. Personne ne cautionne les coups d'État. Allez. Jerry Rawlings, c'était quoi? C'était un militaire. C'était pas un soldat. Qui a opéré un coup d'État qui a mis en place au Ghana des systèmes institutionnels qui lui ont permis... Il a même dit que même si le diable revenait au Ghana, il ne va pas déloger ces institutions-là. Mais j'ai dit que il ne faut pas toujours voir en ces hommes-là de mauvaises personnes, des gens qui n'aiment pas leur pays. Je le dis toujours, je l'ai dit ici l'autre fois, on ne peut pas plus aimer le Mali que les Maliens, ni le Burkina que les Burkinabés. Il faut essayer d'être empathique et de se mettre à leur place. On reviendra tout à l'heure sur ces questions. Barry, une minute, Barry. Le Burkina en est à son 4e remaniement ministériel opéré par le capitaine Traoré depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022. 4 remaniements en 15 mois. Pourquoi aujourd'hui autant de remaniements dans ce pays en cette laps de temps? Ou bien en ce laps de temps plutôt? C'est révélateur de l'instabilité et du tâtonnement dont je vous parlais. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Je disais qu'un simple capitaine ne peut pas conduire le bateau d'un pays. Ça, je le maintiens. C'est une conviction. Il était venu peut-être pour... C'est une conviction personnelle. Thomas Sankara était un capitaine également. Oui, d'accord, mais ce n'est pas Sankara qui veut. Non, il n'y a pas de parallélisme des formes, mais c'est juste pour dire qu'un État, c'est dirigé par, certes, un capitaine, un civil ou toute autre personne, mais ce n'est pas cette personne-là qui gère seulement. Il y a toute une équipe, un gouvernement et toute une équipe qui gère tout autour. Oui, mais donc, certes, il impulse la dynamique, mais quand même, il y a toute une équipe qui gère avec cette personne-là. Vous m'interrompez, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il était venu dans un cadre exceptionnel. Et pour dire vrai, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou non, mais depuis son arrivée au pouvoir, moi je ne vois pas d'amélioration. Et surtout les principales raisons qui ont été avancées pour détrôner
Damiba qui est lui-même putschiste. Mais on a vu des avancées sur le plan sécuritaire, Barry. Bon, des avancées ont été notées, des reprises de territoire. Djibo, l'exemple donné tout à l'heure par Cheikh Sadibou Djibo, l'année dernière, en 2022, à la même période, l'armée burkinabé y avait subi un revers difficile avec plus d'une quarantaine de soldats tués. Oui. Cette année, Djibo a été repris des mains de ces groupes terroristes. Ça, ce sont des faits, c'est du concret. Mais ça, ce sont des faits, c'est du concret. Je donne des exemples. Là, ce sont des faits, c'est du concret. Une lutte contre le terrorisme, rappelez-vous, c'est également une lutte asymétrique. Donc ce ne sont pas des gens avec qui vous faites face, vous vous tirez dessus. Des fois, cette personne qui est endoctrinée, elle est même dans cette population burkinabé. Donc il y a plusieurs mécanismes à mettre en place au-delà même du tout militaire. Je vous laisse poursuivre. Soit, mais si vous m'interrompez, je me perds dans mon raisonnement. Allez-y, je vous laisse poursuivre. Ce que je voulais dire, c'est en tout cas, moi, même s'il y a eu des améliorations, mais elles sont maigres et les massacres, les pogroms se poursuivent au Burkina Faso. Ça, c'est indéniable, on ne peut pas le dénier. Maintenant, il y a une junte qui est au pouvoir. Moi, j'aurais bien voulu qu'on nous dise la feuille de route. Je ne dis pas qu'un militaire ne doit pas diriger le pays et tout ça, mais moi je condamne toute prise du pouvoir par les forces. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, comme je le disais, le Burkina recule dans tous les domaines. Et la liberté d'expression, on me parle d'une situation, etc. Mais ça ne doit pas être, je veux dire, un blanc-seing ou bien un alibi pour envoyer des défenseurs des droits humains au front. Dans quel pays sommes-nous? Et comme il le dit, j'étais avec un journaliste burkinabé récemment, mais il me dit aujourd'hui, je ne peux peut-être pas nommer le média pour lequel il travaille, mais c'est l'un des médias le plus influents au Burkina Faso. L'un de leurs, le média a été fermé pendant un mois pour avoir interviewé un soutien au président Bazoum du Niger, vous comprenez. Et depuis lors, il y a une autocensure qui est là, il y a une peur qui est là. Il y a le président, le capitaine Traoré a recruté une sorte d'armada sur les réseaux sociaux et qui véhicule même de rumeurs, de mauvaises informations. Vous ne pouvez pas vous opposer ouvertement à la junte. Je me dis, c'est pas, certes c'est des militaires, etc., mais on aurait bien voulu qu'il soit plus démocrate, qu'il soit plus tolérant, parce que comme je le disais, le Burkina, jusqu'à là récemment, c'était un modèle de liberté d'expression. Et les médias burkinabés faisaient autorité en Afrique. Et vous avez donné d'ailleurs tout à l'heure même l'exemple de Norbert Zongo, figure emblématique aujourd'hui du journalisme d'investigation. Je rajoute également que cette forme de censure de la presse que l'on voit ces derniers temps. Même Le Monde a été interdit récemment. Le Monde, RFI, France 24. Je voulais rajouter également que cette forme d'autocensure des journalistes se retrouve de plus en plus dans tous ces pays sous transition, que ce soit au Mali, au Niger ou même au Burkina Faso. Et cher, les autres postes clés du gouvernement de la transition qui a été formé en octobre 2022 comme la défense, les finances, la sécurité ne changent pas d'attribution. C'est le ministère de souveraineté, mis à part la diplomatie, les autres ministères de souveraineté aujourd'hui, les mêmes ministres restent maintenus. Selon vous, quels sont aujourd'hui les défis de l'actuel gouvernement burkinabé? En tout cas, pour le moment là, les défis de l'actuel gouvernement, c'est des défis sécuritaires, des défis économiques, mais aussi des défis stratégiques. Pourquoi je parle de défis stratégiques? Parce que le Liptako Gourma, là, ce G3 Sahel, n'est pas né pour vraiment pour des applaudissements. C'est Liptako Gourma avec cette alliance stratégique-là. Donc c'est un des premiers défis de ce gouvernement-là, c'est-à-dire que ces trois pays-là vont de manière soit économique ou militaire mettre en place des systèmes. On a vu d'ailleurs avec... Et les deux d'ailleurs, c'est une alliance économique et également une alliance militaire. Militaire, parce qu'au début, on pensait que ça n'allait pas basculer vers l'alliance économique, mais on a vu les partenariats qui sont en train d'être faits. Et ce qui est plus intéressant concernant le gouvernement burkinabé, c'est lors de cette alliance économico-militaire-là, le communiqué du gouvernement burkinabé, ils nous ont fait savoir que les financements au niveau de ce G3-là vont être plutôt endogènes. Certes, ils n'excluent pas d'avoir des partenaires étrangers comme l'Union européenne, la Banque mondiale et ainsi de suite, mais ils veulent avoir un financement d'abord endogène. Donc, vous savez, avoir un noyau dur lorsqu'on est en train de combattre le terrorisme, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas sous-traiter sa sécurité. Voilà, ne pas sous-traiter sa sécurité. Parce que le G5 Sahel, ce que je reproche moi au G5 Sahel, c'était ces financements endogènes. C'est bien, mais ça prenait trop de retard.
l'Arabie Saoudite devait donner de l'argent, la France et l'Union européenne et tout ça. Ça prenait énormément de retard. Maintenant, avec ces trois-là, on a vu qu'ils sont en train de miser sur leurs propres ressources pour mettre en... Et parlant de ressources, on reste sur le point des financements. En juillet dernier, le Parlement burkinabé avait adopté une modification du code minier permettant au gouvernement d'utiliser une partie des taxes minières pour soutenir les efforts sécuritaires et de développement dans ces régions qui sont affectées aujourd'hui par la menace terroriste. Que pensez-vous aujourd'hui de cette loi-là ou bien de ce nouveau code minier? Effectivement, moi personnellement, je salue cette avancée parce que l'effort de guerre, c'est quelque chose sur lequel il faut compter lorsqu'on fait face à ce genre de système asymétrique, à savoir le terrorisme. On sait qu'en Afrique, donc, la puissance militaire, il n'y a pas d'industrie militaire capable d'aider nos gouvernements à vraiment autofinancer ou à accompagner nos armées par rapport à leurs problèmes. Maintenant, on sait que aussi il est important pour ces États-là, pour le Burkina, d'avoir des ressources qui lui permettent d'accompagner sa guerre avec le Mali et le Niger contre ces groupes terroristes-là, de les éradiquer. Certes, on ne peut pas les éradiquer à 100%, mais revoir les codes miniers au niveau de ces zones, que ça, le Mali aussi a fait la même chose, le Niger va faire la même chose aussi, on le sait. Mais cela vous montre qu'il y a une certaine dynamique qui est en train d'être mise en place par rapport à nos ressources, par rapport à la gestion de nos ressources, mais aussi par rapport au package qu'il faut mettre en place pour faire face à ces groupes terroristes. Parce que quoi qu'on puisse dire, ces groupes sont lourdement armés. Et on sait ce qui les finance. Une façon aujourd'hui d'utiliser les ressources naturelles dont regorgent ces pays pour contribuer aujourd'hui à soutenir la lutte contre le terrorisme dans ces pays-là qui sont impactés. Malheureusement, on est à la fin de la première partie de l'émission Le Débrief. En seconde partie d'émission, il sera question de parler du Tchad et de son référendum constitutionnel. Quels enjeux de ce référendum constitutionnel au Tchad? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur la panafricaine pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cheikh Sadibou Ndiaye, quelle lecture faites-vous d'abord de l'organisation aujourd'hui du référendum constitutionnel au Tchad? L'organisation de ce scrutin, bien sûr. Donc, le référendum au Tchad, l'organisation, comme vous l'avez dit, de ce scrutin, excusez-moi, est le fruit d'une longue trajectoire. Donc, on peut remonter même depuis le dialogue national, mais moi, toujours, j'aimerais mettre les choses dans leur contexte. Parce que Déby, lorsqu'il était au Tchad, il dirigeait ce pays des années 90. Déby père. Déby père, effectivement, Idriss Déby. Il dirigeait le pays de 1990 donc en 2021. Maintenant, on sait qu'il a eu à organiser des élections où il a gagné à des scores soviétiques, plus de 70-80%. Donc il a eu beaucoup de mandats, donc il y a eu le changement de constitution qui va enlever la limitation des mandats. Déby va se représenter, donc il va sortir encore vainqueur de ces élections-là, il part au fond, il sera assassiné, si je peux m'exprimer ainsi. Donc après cela, donc, un conseil militaire va pratiquement diriger ce pays et mettre en selle Déby fils. Donc le gouvernement va être dissous, l'Assemblée nationale, donc ainsi de suite. Maintenant, donc, pour organiser les élections et aller vers une transition, Déby fils avait proposé 18 mois, mais finalement, on a vu que ça portait plutôt à 2 ans. Maintenant, il y a le pré-dialogue de Doha. Maintenant, il y a aussi au niveau de Djamena où beaucoup de groupes paramilitaires, groupes politico-militaires sont réunis aussi et sont tombés d'accord sur l'organisation de ce référendum-là. Maintenant, pour moi, la grande question qui mérite d'être soulevée autour de ce référendum-là, c'est que le Tchad, est-ce que le Tchad va se diriger vers un État unitaire ou un État fédéral? Parce qu'il y a des partisans de cet État unitaire-là qui disent qu'il faut continuer vers l'État unitaire. Même on sait que des ténors de l'opposition veulent maintenir, qu'on maintienne cet État unitaire-là. Mais bon, il y a une bonne partie de la classe politique. Et d'ailleurs, surtout les partisans du oui, ce qu'ils soutiennent, c'est cet État unitaire. Et nous y reviendrons plus amplement tout au cours de cette émission. Mais vous avez rappelé tout à l'heure le dialogue qu'il y a eu, le dialogue national inclusif tchadien. Ensuite, la rencontre de Doha avec les groupes politico-militaires. Avant d'en arriver aujourd'hui à l'organisation de ce scrutin. Quel regard portez-vous sur la tenue et l'organisation de ce scrutin-là? Bon, de manière générale, la tenue de ce scrutin s'est déroulée dans de parfaits états parce qu'on sait que vraiment l'organisation, certes, il y a des zones où il y a des problèmes
qu'on ne peut pas soulever ici, mais malgré cela, sur l'ensemble du territoire tchadien, on a remarqué que ce scrutin s'est bien passé. Vraiment, les citoyens tchadiens sont allés aux urnes et ont répondu, parce que vous savez, en cas de référendum, c'est le peuple qui légifère en une journée. Donc, le peuple tchadien a répondu. Maintenant, le taux de participation, jusqu'à présent, on ne le sait pas exactement. Ce qu'il faut s'attendre, en tout cas actuellement, c'est par rapport aux résultats, et nous allons voir qu'est-ce que le peuple tchadien a décidé pour son avenir, mais aussi par rapport à cette transition qu'on soupçonne de vouloir mettre Déby Fils à la tête de l'État tchadien après l'organisation des élections présidentielles. Et on reste avec ce taux de participation que vous avez soulevé. Barry, les médias locaux ont relevé une faible participation des électeurs au référendum constitutionnel. Pour certains, ce faible taux ne concerne que N'Djamena et que cette faible participation des habitants au vote a pu être compensée par la participation des électeurs à l'intérieur du pays. Vous, quel regard portez-vous aujourd'hui en tant qu'analyste sur la participation des électeurs tchadiens à ce référendum constitutionnel? Écoutez, je pense que le taux de participation a été faible. Ça a été relevé quand même par plusieurs observateurs crédibles. Maintenant, ce que je ne comprends pas, comme a dit Sadibou, c'est que quasiment une semaine après, qu'on n'ait toujours pas même une estimation du taux de participation, je trouve que c'est un peu interlope, c'est louche. Et on aurait voulu qu'on nous dise, voilà, même si c'est 10 à 15, 20%, parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Malheureusement, en Afrique, il y a certains de nos États... La commission électorale qui est chargée de le faire n'a toujours pas réagi. Exactement, on l'a dit au début. Malheureusement, maintenant, je pense que le camp qui veut un État fédéral, je pense qu'on ne lui a pas assez donné de parole ou bien qu'on ne l'a pas assez entendu. Pour les raisons, parce qu'on rappelle que le Tchad c'est un vaste pays, un vaste pays sahélien, désertique, où il y a beaucoup d'endroits inhabités. Et je pense que peut-être chacun a ses arguments, etc. Maintenant, moi, c'est que ma crainte, ou bien la crainte de beaucoup de Tchadiens, c'est que c'était voué à l'échec, c'était gagné d'avance. J'ai entendu d'ailleurs un électeur tchadien dire que à quoi bon de voter, de toutes les façons, je sais que le camp du oui va remporter. Le camp du oui, pour lequel a battu campagne le président et puis son premier ministre. Mais cela n'est pas trop fataliste également. Bon, pas fataliste, mais on sait d'habitude dans les référendums en Afrique, en tout cas moi, ces dernières années, à ma mémoire, je n'ai pas souvenance d'un référendum où le non a gagné quasiment. Ça passe comme lettre à la poste, on l'a vu au Mali. Je ne verrai pas le parallèle, mais c'est quasiment la même situation. Donc, quasiment le oui va remporter. Maintenant, pour moi, c'est un message à décrypter. Et surtout, moi, ce que je n'ai pas compris dans ce référendum, c'est un peu je veux dire, la volte-face du principal opposant Succès Masra, qui s'est quasiment compromis dans ses convictions. Il vivait en exil, certes, pendant un an, depuis le massacre du 20 novembre 2022, qui a négocié un peu son retour. Il est rentré au Bercail. Contre toute attente, il ne s'était pas exprimé, il s'est ravisé, ou bien il a opté pour le camp du oui. Ça m'a paru un peu bizarre et surprenant qu'il soit d'accord dans ce cas, comme avec le président ou bien le camp présidentiel. Je trouve que je n'ai pas trop compris, parce que même dans son camp ou bien dans le camp de l'opposition, il y a de voix qui sont levées pour dire... soit le non ou bien même l'abstention. Et s'agissant de Succès Masra, quelle lecture faites-vous de son rapprochement avec les actuelles autorités de transition? Vous avez rappelé tout à l'heure son retour au pays et ce rapprochement déjà qui existe avec entre Mohamed Idriss Déby, le président de la transition, et son principal opposant. Écoutez, je ne sais pas s'il a fait preuve de réel politique, parce qu'on est en politique également, il faut faire preuve de pragmatisme. Peut-être n'eût été cet accord-là avec lequel il a signé avec le gouvernement, il serait resté en exil. Il est rentré, il a fait une tournée de réconciliation nationale pendant 40 jours, parce que beaucoup de ses partisans étaient emprisonnés, certains ont été massacrés, il faut le rappeler, on parle de 300 morts, même si là aussi le bilan n'a toujours pas été définitif. Mais je n'ai pas trop compris, comme je le dis, et il risque de perdre un peu, sa base électorale. C'est-à-dire, il était connu comme quelqu'un de très intègre, de très crédible, et surtout, il avait une vision claire contre la junte au pouvoir, avec laquelle il n'a jamais accepté de s'acoquiner. Maintenant, à voir un peu la suite,
je crains fort qu'il se soit un peu compromis, hein, je sais pas, avec comme Saleh Kebzabo, l'actuel Premier ministre. Voilà un opposant qui s'est battu pendant des décennies dans l'opposition pour des convictions très nobles, très louables, démocratie, bonne gouvernance, qui a combattu Idriss Déby Père pendant tout son règne, pendant 31 ans, et aujourd'hui qui s'est compromis, qui devient le Premier ministre d'une junte militaire. C'est le monde à l'envers, je suis déçu. Et pour la plupart, ils mettent en avant l'intérêt, en tout cas supérieur de leur pays, l'intérêt supérieur du Tchad. Et s'agissant de l'intérêt supérieur, on ne peut pas servir, un démocrate ne doit pas servir une junte. Et s'agissant même de Succès Masra, les défenseurs des droits humains et les autres opposants, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont dénoncé de cet accord, ils ont surtout dénoncé le fait qu'aujourd'hui, qu'il existe une loi d'amnistie de ces faits-là qui se sont passés, c'est-à-dire les disparus, les centaines de morts et tout, qu'une loi d'amnistie soit prévue de part et d'autre par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme répression, mort et autres disparitions. Le 20 octobre. Et cher, j'en viens à vous. Vous parliez tout à l'heure de la forme de l'État au Tchad. La nouvelle constitution, si elle est adoptée, va consacrer un État unitaire décentralisé. Le texte soumis à référendum prévoit la création également des collectivités autonomes avec des assemblées locales élues, le retrait du chef de l'État de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, la limitation des mandats présidentiels à 2 quinquennats revient également dans la constitution tchadienne. Que pensez-vous aujourd'hui de toutes ces réformes prévues dans cette nouvelle constitution tchadienne? Bon, je pense que ces réformes ne font qu'arranger la pérennité de Déby Fils. Parce que moi, j'ai toujours dénoncé le fait que... Mais un mandat limité à 2, est-ce que c'est une pérennité de Déby Fils également? Daouda, on est en Afrique. Il doit concourir, non? D'après la nouvelle... Oui, l'actuelle charte de la transition, la nouvelle adoptée à l'issue du dialogue national inclusif, lui permet désormais de se présenter comme candidat. Allez-y, cher. Non, mais Daouda, Idriss Déby était en son 6e mandat. On peut modifier la constitution en Afrique, ce n'est pas interdit. Donc, il peut faire ses 2 mandats et modifier la constitution. Moi, en tout cas, je prends acte de ce que vraiment, de ces points que vous avez listés par rapport au référendum. Mais moi, je dis toujours qu'on est en Afrique. À tout moment, on a des dirigeants qui peuvent changer les constitutions. Un jour, je vous avais parlé ici de Fukuyama et Huntington, la fin de l'histoire et le dernier homme, le choc des civilisations. Moi, j'ai cru qu'en Afrique, je crois qu'on est en train d'assister à la fin de l'histoire et des derniers dictateurs. Parce qu'actuellement, l'éveil qu'il y a au niveau, cette prise de conscience au niveau de la jeunesse africaine, au niveau des partis politiques africains, je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Mais nos hommes politiques ne sont pas à un niveau de compréhension par rapport à ce changement qui bouleverse le monde, mais aussi qui bouleverse géostratégiquement l'Afrique. Donc, au Tchad, Déby Fils, certes, ce référendum va permettre de limiter les nombres de mandats et tout, mais à un moment donné, il y aura ce que j'appelle le revers de la médaille. Lorsqu'il va tenter de modifier la Constitution pour essayer de se maintenir au pouvoir, il y aura des soulèvements, on verra l'opposition de gauche à droite, ainsi de suite. C'est pourquoi, concernant même le point, l'État unitaire là, je pense que ça aussi c'est important, c'est très important Daouda, parce que l'État unitaire Déby a toujours voulu maintenir cet État unitaire-là. Mais là, son fils a beaucoup plus poussé en tout cas les choses, puisque lui, il parle d'État unitaire décentralisé, avec aujourd'hui des assemblées locales, gouvernées localement également. Cela va permettre peut-être aux autres compartiments du pays de pouvoir vraiment s'identifier dans l'attelage étatique. Moi, je pense que c'est ça, c'est pourquoi il a un peu poussé ça. Mais État unitaire décentralisé, est-ce que ce n'est pas une forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom également? C'est une forme de fédéralisme hybride, une forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom, mais aller vers l'État fédéral totalement où chaque pratiquement l'État va avoir une certaine autonomie de gestion. Ça, regardez en Éthiopie, ces pays-là où pratiquement c'est une fédération. Regardez les problèmes qu'il y a. Regardez l'Érythrée, le Nigeria. Même le Nigeria s'en sort peut-être. Mais regardez les pays qui composent ces États fédéraux-là en Afrique. Il y a toujours des problèmes, il y a des querelles, il y a des guerres, ainsi de suite. C'est pourquoi je pense que le gouvernement craint cette forme d'État fédéral poussé où beaucoup
beaucoup de donc, zones vont avoir... Quel est le modèle idéal? État unitaire décentralisé ou État fédéral? Il faut aller vers cet État unitaire décentralisé. Pour moi, c'est pourquoi tout à l'heure vous parlez de Masra, comment Masra a conclu avec peut-être le gouvernement pour vraiment tomber dans cet État unitaire-là. Je pense qu'ils ont compris que la réalité, ce qui prévaut actuellement au Tchad, c'est d'essayer de maintenir cet État unitaire-là pour unir totalement le pays. Parce qu'on sait qu'à tout moment où nous allons entrer vers l'État fédéral, il peut y avoir des divisions. Et ces divisions-là vont entraîner la sécession ou d'autres aspects. C'est pourquoi il est important aussi de revoir vraiment ces positions-là par rapport à l'État fédéral. Et Barry, vous parliez tout à l'heure d'incompréhension concernant la position de Succès Masra, le principal opposant au régime tchadien. Ce qui a été listé tout à l'heure dans les réformes, le quinquennat, les 2 quinquennats, un mandat limité à 2, la démission du président de la République, du Conseil supérieur de la magistrature, des assemblées locales gouvernées localement et tant d'autres réformes prévues dans ce référendum constitutionnel. Est-ce que cela n'a pas contribué également à le convaincre d'adhérer à ce projet-là? Oui, c'est possible. Hein? C'est possible. Peut-être un opposant qui, une fois n'est pas coutume, lui qui est si intransigeant, qui était si critique, qui s'allie à Déby. Moi, je trouve, comme je le disais, je n'ai pas trop compris au début, mais peut-être par conviction. Et puis comme par réalisme, parce qu'il faut rappeler que le Tchad, depuis son indépendance en 1960, son histoire a été émaillée de rébellions, de sécession et puis d'irrédentisme. Il faut rappeler que ce pays-là il est qualifié d'agrégat d'ethnie, etc. Et que surtout ethnie rivale, guerrière, qui savent se battre. Et rappelez-vous comment Hissène Habré est arrivé au pouvoir, avant lui Goko Noédé, etc. Donc c'est un pays où les velléités indépendantistes ou bien de soulèvement sont là. Et comme je le disais, peut-être... Est-ce que ce n'est pas cela également qui fait craindre cette forme d'État fédéral? C'est ce que je dis. Donc peut-être toute la classe politique a conclu cela, parce que jusqu'à présent où l'on parle, il y a des rebelles comme dirigés par Mahdi qui avait, on rappelle, dont c'est la colonne qui avait tué le président Idriss Déby Itno, qui sont toujours dans la rébellion. Et d'ailleurs, ils ont été graciés. Ces membres du FACT accusés d'avoir tué le président Idriss Déby Itno ont été graciés et amnistiés par l'actuel président de la transition. Mais le leader est toujours dans le maquis. Mahdi, il est toujours dans le maquis. Mais il s'est dit prêt à discuter avec les actuelles autorités de transition, mais sous l'égide aujourd'hui de la communauté chrétienne de Santé-Judio. Peut-être, c'est possible, mais comme je le dis, jusqu'à présent, il reste en marge. Et il y a eu ce dialogue-là où on espérait que tous les Tchadiens allaient revenir et repartir sur de nouvelles bases. Comme je le disais, parce que depuis l'indépendance, on a remarqué que les Tchadiens, pour avoir une promotion, il faut prendre des armes. Et il faut dire qu'entre les ethnies, on se donne pas de cadeaux. Je dois mon confrère sourire. Mais il faut dire que les Tchadiens, c'est des gens, des réputés très guerriers, des tribus très guerrières. Des ethnies assez guerrières également. On l'a vu en Afrique, dans le Sahel. C'est grâce au Tchad que, voilà, par exemple, au Mali, je rappelle quand Idriss Déby a été tué, au Mali, on a observé quelques jours de deuil national, parce qu'au Mali, Idriss Déby est perçu comme un héros. C'est quelqu'un qui a participé à pacifier le pays. Donc, pour dire que le Tchad, il a une armée réputée très robuste. Comme vous l'avez rappelé, Idriss Déby Itno avait déployé 1200 soldats tchadiens dans cette partie du Sahel pour soutenir la lutte. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, une certaine, je veux dire, compréhension, une certaine mansuétude de la France, qui dit qu'au Tchad, ce n'est pas une situation préférable, mais on a quelqu'un qui est là et qui maîtrise son armée, qui a une armée très, très robuste et très efficace. Il n'est pas démocrate et tout cela, mais par réalisme politique, on fait abstraction de tout et puis on ferme les yeux. Quand il est décédé, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, par exemple, parce qu'on pensait que les rebelles là n'eût été une situation extraordinaire, ils allaient prendre N'Djamena et c'est ce que l'armée a voulu, en tout cas, prévenir. Mais bonjour les dégâts. Et jusqu'à présent, on reproche à la France d'avoir été trop indulgent avec cette junte-là, parce que voilà quoi, elle a avalisé un peu. On rappelle que même
lors de funérailles de Idriss Déby, ce jour-là, Emmanuel Macron avait été sur place. Donc vous voyez, il a un peu cautionné, je veux dire, de façon implicite, l'arrivée au pouvoir de cette junte-là. Et l'arrivée au pouvoir du Conseil militaire de transition a également été, en tout cas, reconnue ou acceptée par l'organisation continentale, l'Union africaine. Et cher, avec toutes ces réformes, la commission dirigée par un Tchadien, mais il n'est pas là en tant que Tchadien, je le rappelle également. Et concernant les réformes aujourd'hui qui sont comprises dans ce référendum constitutionnel, cher, est-ce qu'on tend vers la démocratie au Tchad, au vu de toutes ces réformes annoncées? En tout cas, sur le fond et la forme, on tend vers une démocratisation du Tchad, une démocratisation du régime et du système politique. Parce qu'on a vu, avec ces réformes, il y aura même des médiateurs de la République, ainsi de suite. Il y a beaucoup de points très intéressants qui sont mis en exergue au niveau de ce référendum-là, et cela va permettre au Tchad de faire une transition vers la démocratie. C'est ça qu'on veut, une transition vers la démocratie avec des institutions fortes. Mais est-ce que ça va être le cas? Pour moi, c'est ça la grande question. Parce que moi, je crains, personnellement, peut-être je peux me tromper, je crains que l'actuel homme fort du Tchad essaie, d'ici quelques mois ou quelques années, de manipuler aussi la Constitution lorsqu'il va gagner ces élections-là. Bon, je pense qu'il va les gagner. Il est bien parti, on le sait, mais... Donc moi je pense qu'en tout cas... C'était la crainte de succès de Masra qui craignait que... Je complète. Laissez-le finir son développement, ensuite je vous donne la parole. Laissez-le finir son développement. Allez-y, cher Sadibou. En résumé, c'est ça. Parce qu'on sait qu'en Afrique, le mal... on a des textes tellement parfaits, on a des textes bien écrits, bien ordonnés, mais... ce qui pose problème, c'est l'application, c'est vraiment la survie de ces textes-là. Parce que lorsque vous lisez les points qui ont été proposés au niveau de ce référendum-là, vous vous dites que c'est fini, le Tchad va se tourner définitivement vers la démocratie. Donc on s'attend tous à cela, mais quand sera-t-il de l'application de tout cela dans les faits? Et à côté de ces deux camps, à savoir le camp du oui et le camp du non, il y a un troisième camp. Ce camp, les plus radicaux en tout cas, ceux qui avaient appelé à l'abstention, ce qu'ils demandent maintenant, c'est que tout le processus soit annulé et repris. Les tenants de cette thèse soutiennent que le référendum du 17 décembre 2023 au Tchad n'obéit pas à l'esprit et à la lettre du dialogue national inclusif de 2022 dont il est l'émanation. Êtes-vous de cet avis? Bon, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Cette troisième voie-là, peut-être on peut accepter que cette troisième voie puisse faire entendre ses propositions concernant le boycott de ce référendum, concernant le fait de vraiment revenir au dialogue avec les points ratés au niveau de ce dialogue-là. Parce qu'on sait qu'aussi il y a des groupes politico-militaires qui ont totalement refusé d'être présents au niveau de ce dialogue-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce processus, il faut empêcher ce processus de continuer. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est un processus où pratiquement tous les Tchadiens sont tombés d'accord par rapport à ce qu'il faut mettre en place pour essayer de donner le régime à un régime civil plutôt qu'à un régime militaire. Mais ma question revient, est-ce que démocratiquement, lorsque un opposant ou la classe politique tchadienne, une grande personnalité va se démarquer et gagner ces élections-là, est-ce que le régime militaire est prêt à céder le pouvoir? Parce que Déby Fils, ce qu'il a mis en place actuellement, c'est un système qui va lui permettre d'aller vers les élections présidentielles et les gagner. Parce qu'on sait qu'au Tchad, pratiquement le système est verrouillé. C'est le cas en Afrique, dans beaucoup d'États où les présidents en place, où les dictateurs en place ont verrouillé le système de telle sorte que les élections sont truquées, tronquées, préparées et choisies. Et donc vraiment, je pense qu'il est important en tout cas de tomber d'accord par rapport à ce que les Tchadiens veulent et que cette troisième voie puisse aussi certes s'exprimer en faisant part de ses doléances, mais aussi essayer d'accompagner et d'aller en ce sens-là, c'est-à-dire permettre tout simplement un changement structurel, un changement politique qui va permettre au Tchad de s'orienter vers d'autres aspects. Parce qu'aujourd'hui, il y a un développement qu'il faut mettre en place en Afrique. Et le développement, comme je le dis toujours, c'est satisfaire les besoins primaires. Et en Afrique, tous les besoins manquent. Éducation, santé,
tout. On a besoin de tout. On reste avec ce que vous avez soulevé tout à l'heure, à savoir le système électoral. On reste avec ce système électoral. Barry, dans plusieurs pays africains également, il se disait que ce système est verrouillé et que les élections étaient gagnées d'avance par les tenants du pouvoir en place. Et pourtant, on a vu dans ces pays-là aujourd'hui l'avènement de nouvelles alternances avec des opposants qui prenaient le pouvoir et tout. Suite à aujourd'hui, si aujourd'hui ce référendum constitutionnel ou cette nouvelle constitution tchadienne venait à être adoptée, pourrait-on aujourd'hui s'attendre ou bien espérer aujourd'hui que cela facilite le retour des civils ou bien d'un président démocratiquement élu civil au pouvoir? Je reste un peu sceptique et circonspect. Pourquoi? Parce que, comme mon confrère l'a dit, le Tchad, on le rappelle, quasiment il n'y a pas eu d'alternance démocratique dans ce pays-là. Et les opposants, toujours, peut-être on ne va pas trop blâmer. Tout à l'heure, j'en parlais, je blâmais Kebzabo, Saleh Kebzabo, qui s'acoquine aujourd'hui avec une junte au pouvoir, alors qu'il a défendu pendant de longues années des idéaux et puis des principes démocratiques. Mais peut-être que le système est tel que, comme il a dit, pour moi, ce référendum, c'était juste un faire valoir pour revenir un peu à la vie civile et puis normale. Parce que jusque-là, on rappelle qu'on était dans un cadre transitionnel. Et aujourd'hui, si l'élection se passe bien et que les jeux sont ouverts, on sait que Succès Masra est très populaire. Mais je crains fort que le système est tel que, pour qu'on arrive à une alternance démocratique. Mais est-ce que ce système n'a pas évolué également, Barry? De l'indépendance à nos jours, est-ce que ce système n'a pas évolué? Puisque également, du côté même de la population, Cheikh le rappelait tout à l'heure, les jeunes Africains sont de plus en plus exigeants avec ceux qui les gouvernent. Et également, il y a l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement d'une pluralité des médias également, et bien d'autres choses. Est-ce que le jeu n'est pas plus ouvert aujourd'hui qu'avant ce qui se voyait sous Déby ou bien sous Hissène Habré, sous Déby Père et sous Hissène Habré? Sur le papier, les jeux sont plus ouverts, mais sur le terrain, c'est plus complexe. Rappelez-vous du massacre du 20 octobre 2022, c'était juste, les opposants sont juste descendus massivement sur le terrain pour réclamer la fin de la transition et l'organisation d'une élection. On les a matés dans le sang. Il y a eu un bain de sang de plus, comme je le disais, selon le gouvernement, c'est environ une centaine de morts, mais d'après, c'est plus de 300 morts. Ça aboutit où? À une loi d'amnistie. À une loi d'amnistie. Ils sont morts comme ça. Vous voyez que vous me parlez de démocratie dans ce pays. Pour moi, le Tchad a encore un peu du chemin à faire. Le Tchad a encore du chemin à faire, cher. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage cet avis. Le Tchad a du chemin à faire parce que malgré tous ces points mis en exergue au niveau de ce référendum-là, malgré l'évolution que Mohamed Déby veut mettre en place, il faut le dire, le Tchad a une trajectoire historique assez difficile sur le plan politique, sur le plan social. Donc c'est un pays fortement militarisé où il y a des groupes ethniques qui ne s'entendent pas. Certes, on trouve ça partout en Afrique, même ici au Sénégal. Et quelles doivent être les priorités donc au Tchad? Pour moi, les priorités au Tchad, c'est tout simplement ce dialogue-là. Le dialogue, il faut que le dialogue soit inclusif. Il faut qu'ils s'entendent par rapport à quelque chose. Il faut que ces anciens-là puissent savoir que le monde d'aujourd'hui a dépassé ces querelles-là entre ethnies ou querelles entre régions. Ce régionalisme-là est dépassé. Maintenant, on parle de développement, on parle de géostratégie, on parle de partenariat. Donc, il faut que le Tchad, que les autorités tchadiennes puissent mettre à bras le corps, par exemple, ces problèmes-là et les dépasser et aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement. Que les autorités tchadiennes aillent vers l'essentiel, et l'essentiel, c'est le développement. Le développement, c'est également ce qu'attendent les Tchadiens pour aller aujourd'hui vers une émergence de leur pays et vers un mieux-être également. Dans ce pays de l'Afrique centrale, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Amadou Barry, journaliste et analyste politique. Un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Plaisir également, cher Sadibou Ndiaye, d'avoir partagé le plateau avec vous. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daouda. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.